Chers amis, nous repartons pour un voyage, toujours vers la chirurgie 4.0, sous l'œil expert de notre secrétaire perpétuel, Hubert Joannet, qui va introduire la séance. Merci. Merci Albert Claude. Alors d'abord saluer et remercier Laurence Contarassus qui va intervenir en tant que président du SNITER, mais qui était dans un passé CEO de Medtronic France, plus pas le Benelux, le Luxembourg, la Belgique, l'Afrique francophone, et puis ensuite qui est CEO de GSK. Sinon Frédéric Girard, qui est président de France Biotech, qui a une longue expérience dans les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, en pharma en particulier. Jean-Pierre Boffy, qui est depuis cette année le président de French Healthcare, qui va nous donner une vision un peu internationale du sujet. Et enfin, Christian Deleuze, qui n'est pas que le président de Medicel, mais qui va nous expliquer ce que fait Medicel, ce que font les pôles de compétitivité. Et en plus, il est plus que ça, puisque maintenant, il étend sa notoriété au-delà de la santé, sans oublier qu'il est directeur des innovations chez Sanofi. Alors, le sujet, si on fait une table ronde, c'est que le sujet n'est pas complètement réglé, puisqu'à l'Académie de chirurgie, nous lisons, nous entendons, nous écoutons, nous auditionnons, nous participons à des réunions qui sont organisées par les uns et les autres, et on a fini par faire un constat qui est sévère. Il est sévère pourquoi? Parce que pour l'accès aux innovations, ça doit passer par des évaluations des actes et des dispositifs médicaux, et que ces évaluations, elles reposent soit sur le PHRC, le ministère, puisque c'est lui qui distribue les fonds, a fêté cette année en janvier le 30e anniversaire du PHRC. C'était une belle occasion de faire un bilan. Et donc, sur les 3103 PHRC nationaux hors cancer, qui ont été financés entre 2012 et 2019, sur ces PHRC, actuellement, en 2024, 25% sont terminés. Un PHRC, ça dure 10 ans, entre le moment où on soumet le projet, on obtient l'accord et on publie les résultats. Et ces publications aboutissent à des publications de très haut niveau, mais seulement une fois sur 4. Donc ce n'est pas dans le temps de l'innovation. C'est sûrement des très bons travails, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de pertes en vue. Le forfait innovation, qui est recommandé actuellement par la HAS, alors le premier date de 2011. Je rappelle qu'il faut la signature du ministre, la publication au journal officiel, et que l'État paye l'étude. Le premier donc, remonte à 2011. L'acteur a quitté le marché, parce qu'entre-temps, il avait trouvé un autre dispositif médical qui lui paraissait plus prometteur. Très bien. Le deuxième, qui date de 2014, se termine en ce moment. Et cela n'a pas été sans effort. Pascal Richman nous expliquera ça tout à l'heure. Il a d'ailleurs probablement essuyé les plats, parce que maintenant, il y en a un peu plus. Mais enfin, on en est actuellement à 16 forfaits innovation publiés au journal officiel en août 2024, pour un process qui a commencé en 2011. Le programme de l'HAS, qui s'intitule « Programme de l'HAS 2024, entre guillemets, à poursuivre en 2025 ». Sur les 13 thèmes qui sont abordés par le collège, qui ont été votés par le collège, seuls 4 CNP chirurgicaux et une société savante chirurgicale s'est adressée à la HAS pour solliciter une évaluation des actes ou des pratiques. Enfin, je ne parle pas du bilan du SNITEM 2023, qui a été communiqué l'an dernier. Madame Contarassus le fera probablement mieux que moi. Et là, nous n'allons pas aborder le sujet des prix en France, des actes et des dispositifs médicaux,
qui sont aussi millimétrés que millimétriques. Alors, la recherche clinique, elle est devenue très professionnelle. Passage en CPP, protocole validé, aide d'un statisticien, elle est chère, il faut des arcs, il faut de plus en plus payer pour publier, et donc c'est fini. C'est fini le temps du club de chirurgiens qui mettait son expertise en commun et qui arrivait à publier ou à communiquer dans des congrès. C'est terminé, c'est fini. Voilà la répartition des chirurgiens que j'ai eu tout loisir d'analyser dans ma spécialité, la spécialité de chirurgie viscérale et digestive. Alors vous voyez qu'à gauche, il y a un triangle bleu. Ce sont les chirurgiens qui travaillent en CHU. Et nous avons compté là-dedans les docteurs juniors. Ils sont 471 et ils représentent 19% des chirurgiens viscéraux en France. Ça veut dire que, en dehors de quelques très rares exceptions, tous les autres chirurgiens qui travaillent au quotidien, en particulier 55% des chirurgiens qui travaillent en privé tous les jours, qui sont très soucieux de leur activité, des résultats de leur activité vis-à-vis de leur patientèle, cette activité, elle est mise à la poubelle. Alors vous me direz, ben non, on a les bases PMSI. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas des données médicales. Ce sont des bases médico-administratives. Or, seuls les chirurgiens peuvent générer des datas primaires. Et donc, ça, c'est un des pouvoirs qui leur reste pendant l'opération. Et donc, ça prend une valeur d'autant plus importante. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que plus de 50% de l'activité chirurgicale quotidienne est perdue. Vous imaginez votre banque disant ben non, mais moi je ne m'occupe pas de vous, vous êtes un petit client, donc on ne vous fait pas de relevé et on n'enregistre pas vos dépenses et vos recettes. Bon, alors, en chirurgie, on enregistre la quantité, mais on n'enregistre pas du tout la qualité. Et du coup, comment peut-on évaluer ces actes, ces dispositifs médicaux? Et donc, il est très important d'augmenter les inclusions. Ceux qui font les études cliniques se plaignent qu'il n'y a pas assez d'inclusion. Maintenant, il faut le consentement, etc. etc. Bon, ça permet d'accélérer les études. Accessoirement, ça permet d'augmenter les points SIGAPS, ce qui n'est pas anodin pour des gens qui souhaitent mener une carrière universitaire. Et donc, il faut absolument intégrer tous ces chirurgiens qui travaillent au jour le jour, qui génèrent une activité chirurgicale de qualité, et que ces datas puissent être enregistrées aux bons endroits. Alors, on jure que par les études prospectives contrôlées. Plus exactement, on a juré par les évidences de la médecine. Mais vous voyez cet article de Gabriel Steg, qui date de 2007, qui nous montre très bien, à gauche dans le graphique, que la mortalité hospitalière sur un sujet d'infarctus du myocarde, lorsqu'elle est traitée dans le cadre d'une étude prospective contrôlée, est très inférieure à lorsqu'elle est traitée à partir de données en vie réelle. Et donc, c'est très important de plus considérer maintenant des cohortes observationnelles, de qualité bien sûr, mais qui pourront être traitées statistiquement par des bras synthétiques ou des données artificielles, etc., que des études prospectives contrôlées. Alors vous nous direz, mais qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, quand vous regardez dans le PubMed, vous faites surgery, vous faites études prospectives contrôlées. Eh bien, vous avez le graphique de gauche qui sort, où ça reste important. Mais vous voyez le graphique de droite, si vous faites surgery, register, eh bien, vous vous apercevez qu'en 2023, ça devient très compétitif, y compris dans des revues de rang A+. Le nombre d'études prospectives contrôlées en chirurgie a été multiplié par 2,5 entre 2003 et 2023. Le nombre de registres en chirurgie a été multiplié par presque 9 en 2003 et 2023. Ça veut dire que on peut bénéficier de data
chez les patients qu'on opère sans avoir de bras comparatifs qu'on créera secondairement si besoin. Alors, voyons ce qui s'est passé pour la prostatectomie robot, qui est un parfait cas d'école. La prostatectomie robot, je ne vous le cache pas, les chirurgiens français sont des champions. On tourne sur cet exemple. Qui a fait la première mondiale? C'est un Français. C'est Clément Agou, à Créteil, en 2001. Il publie, en juin 2001, première mondiale prostatectomie robot. Très bien. Du coup, tous les urologues veulent un robot. Hein, vous savez, comme le yo-yo en bois du Japon dans les manèges, là, je le veux, je le veux, je le veux. Pour expliquer à leurs patients qu'ils sont opérés par robot parce que c'est mieux. Et c'est probablement cela qui explique que comme on était dans le paradigme de l'étude prospective contrôlée, il n'y a jamais eu d'étude prospective contrôlée en France jusqu'en 2015 sur la prostatectomie robot. Et c'est sur les bases d'une centaine d'études prospectives contrôlées faites à l'étranger que l'HAS, en décembre 2016, finit par valider cet acte, d'ailleurs sur la pointe des pieds, parce qu'elle précise bien, qui a un peu fait sourire beaucoup de journalistes, que cette opération ne présente pas de valeur ajoutée par rapport aux autres techniques. Bref, et en fait c'est sous la pression des patients que cet acte a été finalement validé. Et donc, en mars 2017, la CNAM donne l'accès au remboursement et permet du coup une traçabilité pour 56 autres actes qu'elle sélectionne. Et en pratique, qu'est-ce qui s'est passé entre 2001 et 2015-2016 Ben rien. L'opérateur américain a inondé le marché, chacun s'est battu, et qui a payé tout ça? Qui a payé tout ça? Et ben, ce sont les établissements, sur leurs deniers, publics ou privés, qui ont payé. Ce sont les chirurgiens qui ont payé, en particulier en privé avec les reversements, y compris les malades qui ont payé avec les suppléments de Noël. Et donc on peut se dire, rétrospectivement, est-ce que la puissance publique n'aurait pas intérêt à solliciter des évaluations pour que les choses se passent plus rapidement et qu'on accède aux innovations plus rapidement? Donc dans ce contexte, il y a certainement un besoin d'acculturation des chirurgiens. Et donc, il faut qu'on soit capable de comprendre ce que c'est qu'un bon data, de comprendre ce qu'est la valeur de la donnée primaire en vie réelle. C'est un capital qu'il faut pouvoir, dont il faut avoir soin. Il faut avoir un bon logiciel qui va envoyer les datas simplement, sans passer de son cahier à spirale au tableau Excel, simplement au bon endroit, avec la bonne blockchain, vers un bon circuit. Il faut que les sociétés savantes, vraisemblablement, prennent conscience de cette situation et qu'il y a un référent innovation pour accueillir les dispositifs médicaux, parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est toujours pareil. Hein. Le chirurgien, il y a un représentant qui vient voir un chirurgien et il lui dit « j'ai ça, votre copain m'a dit que ça pourrait vous intéresser. Hein » Il dit « ok, très bien. Ah ouais, c'est bien. On va voir le directeur de l'établissement. Il dit « on voudrait ce truc. » Mais en réalité, la logique serait que la communauté chirurgicale, si on veut créer un marché, et si on va avoir une évaluation correcte et rapide, on ne peut pas faire ça tout seul. Et ce n'est pas un représentant dans un bloc qui va discuter avec un chirurgien. Moi, je connais actuellement des innovations qui sont très intéressantes, mais qui n'apparaissent pas, parce que le chirurgien, finalement, il prend le dispositif, il le fait payer par son établissement, et puis rien ne se passe. Et il dit, tiens, moi j'utilise ça, tu vas voir, c'est super. Donc des sociétés savantes organisées, et il faut inculquer la culture des data à la communauté chirurgicale, comme on a inculqué la culture de gestion du risque en 2006 dans le milieu chirurgical. C'est-à-dire que jusqu'en 2006, la gestion du risque, on ne savait pas du tout ce que c'était. On ne voulait pas avoir de complications. Mais c'est là qu'on a découvert le diagramme de Rhizon, les process des pilotes d'avion, les précautions dans la chaîne alimentaire, etc. On a découvert un monde.
Et on nous a filé une carotte, en particulier pour les spécialités à risque. On nous a dit, si vous entrez dans ce process, d'abord vous allez apprendre beaucoup de choses, et ensuite on va vous payer une partie de votre prime d'assurance. En tout cas, c'est surtout les libéraux qui étaient intéressés, mais pas seulement. Eh bien, pour avoir fondé avec Bertrand Villard l'organisme des gestions des risques des chirurgiens viscéraux, je lui ai reposé la question récemment, ça a coûté 38 millions. 38 millions d'euros pour toutes les spécialités à risque. Et donc, ça a été payé uniquement par la CNAM. On peut se poser la question de savoir pourquoi la CNAM paierait toujours tout. Il y a peut-être d'autres acteurs qui pourraient aller autour de ça. Bref, on est en train de changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on a maintenant des moyens d'évaluation qui sont certes plus simples, plus efficaces et plus rapides, il faut s'en servir. Alors tout ça, bien sûr, dans un contexte où aux États-Unis on vend, en Chine on produit, et en Europe on réglemente. Mais il ne faut pas rester naïf, il faut être positif, et je retiens ce qui avait été produit lors de la dernière journée sur les datas, par la journée organisée par l'AIS à Lille, sur les datas, qui était plutôt un sens positif. On a les moyens d'avancer, avançons. Je vous remercie pour votre attention.